on n'est jamais trop jeune pour commencer, quoi. Non, on n'est jamais trop jeune d'y trouver, je pense. Et dans tout ça, parce que... la jeunesse, je pense aussi que c'est surtout des barrières psychologiques. Oui, c'est-à-dire qu'à l'école, on nous dit reste à ta place. Maintenant, tu étudies, puis tu iras à la haute école ou à l'université, puis tu auras ton salaire. Mais si tu veux faire une carrière d'entrepreneur après tes études, fais-la après tes études. Sauf que non, après tes études, on va te dire tu vas trouver un métier, tu vas te poser, tu vas avoir exactement. Et au final, tu le fais jamais. Et là, tu n'auras pas assez de temps pour te lancer. Et donc, tu vas te dire, je vais me lancer plus tard, tu vas reporter, au final, les années vont passer, et puis tu vas te dire, merde, j'ai 40 ans. C'est ça. Mais alors, soit tu fais une crise de la quarantaine, voilà. Ou soit tu es dans le regret, et ça, je pense que c'est une des pires choses qu'on puisse avoir. C'est le regret. Donc j'ai 17 ans, je m'appelle Adrien Russo, j'ai commencé par ça. J'ai commencé sur le web avec un premier PC à 8 ans. Je commençais pas vraiment, mais je commençais à m'intéresser, on va dire, à l'ordinateur, à l'internet. Et à 12 ans, j'ai créé mes premiers sites. J'en ai créé 3 à peu près sur la sécurité informatique. Et suite à ces premiers sites, j'ai lancé une chaîne YouTube qui a accueilli plus de 600 abonnés, et puis après j'ai supprimé au final sur le domaine de la sécurité informatique. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire quelques euros, on va dire. Pas beaucoup, c'était 10-20 euros. J'étais très jeune. Grâce à ton site web, grâce à ma chaîne YouTube, indirectement. Tu avais de la monétisation grâce aux publicités ou Non, donc avec la chaîne YouTube, ce que je faisais, donc ce que j'ai fait pour gagner de l'argent, à un moment donné, je me suis dit j'ai envie d'arrêter ça pour lancer des sites, donc lancer d'autres projets de sites, dont un projet de webzine. Et donc je me suis dit pour ça j'ai besoin d'une bonne dizaine d'euros pour l'hébergement, pour le nom de domaine, une bonne quinzaine. C'est ça que ça coûte. Voilà. Et donc je me suis dit on va vendre des API DDoS. Tu vois, c'est quoi une API DDoS? Je connais le nom, je t'avoue. Voilà. En gros, c'est pour lancer entre guillemets une attaque par déni de service sur un serveur ou sur une connexion internet. Donc le but, c'est de faire planter la connexion. Ça, c'est une API DDoS. Il faut savoir que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de jeunes, de moins jeunes, d'adolescents. Nous, ce que je faisais, vu que c'était des habits que je vendais 2 euros. Juste pour pouvoir acheter mon hébergement, mon domaine. C'était juste ça qui me comptait. Et donc, j'en avais vendu une vingtaine, on va dire, directement via mes contacts de ma chaîne YouTube, si tu veux. Parce que je les avais carrément plus sur Skype, ou presque. Voilà, donc je leur disais à la fin de la vidéo, ajoutez-moi sur Skype, mais sans vouloir vraiment ça en vrai. Et après, je me suis dit, déjà j'ai une bonne base sur Skype, de cibler, je vais envoyer un message de masse sur Skype et je vais vendre mes API. Et donc c'est comme ça que j'ai vendu, que j'ai fait vendir mes premiers euros sur PayPal. C'est super intéressant. Je t'interromps juste 2 secondes parce que ce que tu as fait, en gros, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Tribu de Seth Godin. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non. En gros, ce qu'il dit, c'est que pour être entre guillemets un bon leader, tu dois avoir un groupe qui te suit. Qui est intéressé par la thématique que tu touches et surtout des gens qui communiquent entre eux. Et donc le fait que tu aies demandé de les rajouter sur Skype, c'est bien parce que tu avais les contacts avec eux et tu étais en lien direct avec les gens qui te suivaient. Oui, c'était pas rare qu'ils me posent des questions, etc. Moi j'étais jeune, donc c'est-à-dire que c'était des vidéos sur sécurité informatique, on va dire plus ou moins générales. Donc sur la sécurité des différents virus, malware, les keyloggers, les stealers, les rats, en administration tools, tu vois. Généralement quand il y a des jeunes qui disent j'ai piraté le lycée, c'est très souvent un rat, un remote administration tools, qui va pouvoir prendre la machine à distance. Donc c'était tous les trucs comme ça. Lego, parce que c'était pas des tutoriels pour hacker, c'était plutôt de la sécurité informatique, tu vois, c'était pas vraiment pour informer, etc. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers euros. Et donc à partir de ce moment-là, j'avais lancé fin de mes 14 ans, un webzine qui a duré, que j'ai revendu fin 2016. Donc j'avais fin 16 ans quand j'ai revendu. C'était un webzine qui faisait entre 80 000 et 100 000 visiteurs par mois. Au bout d'un an, donc j'avais eu un bon volume de texte. Et pour avoir ce bon volume de texte, vu que j'avais pas d'argent avant, c'est pas du gros zac, mais j'avais pas d'argent. Donc je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir faire pour avoir beaucoup de texte en sachant que moi j'ai pas le temps de rédiger 10 articles par jour. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'il y avait quand même un certain nombre de visites, que je pouvais prendre des produits chez les marques pour les tester. Je me suis dit je vais prendre des jeunes d'à peu près mon âge et peut-être parfois un petit peu plus grands, qui sont intéressés qui ont un site internet et qui sont intéressés par rédiger chez moi gratuitement, quand ils veulent. Donc j'avais comme ça une dizaine de rédacteurs quand ils veulent et ils pourront avoir un lien vers leur site internet et ils pourront aussi tester les produits que soit ils gardent, soit ils renvoient. Donc à partir de ce moment-là, moi j'en testais plus, je les envoyais que chez eux. Super intelligent. Donc eux ça les intéressait, surtout pendant les vacances, alors là c'était article. Et en plus de ça, là Paris Games Week, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Voilà, c'est un event, on va dire à peu près jeux vidéo, tout ça, et même high-tech.
ils avaient des passepress pour aller là-bas. Okay. Donc ça c'était assez intéressant pour eux. Et donc c'est comme ça que j'ai fait plusieurs centaines, en un an j'ai eu plusieurs centaines d'articles. C'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est comme ça qu'après j'ai gagné un peu d'argent avec ça, avec l'AdSense, les publicités de Google, et puis les articles sponsorisés, etc. Donc ça fait c'était assez rentable, on va dire. Et après j'ai revendu ce webzine-là pour d'autres projets qui étaient mes purs projets SEO. Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà dans le SEO, donc dans le référencement naturel Google. Mais tu avais besoin de toute façon. C'est ça, pour avoir du trafic, pour avoir des positions dans les moteurs, il fallait absolument du SEO. Et donc je m'intéressais déjà au SEO vers fin de mes 14 ans. Pas aussi à fond que maintenant, parce que je pensais pas que ça allait pouvoir. À ce moment-là, je pensais pas gagner. Que plus tard j'allais faire carrière. Maintenant je fais pas encore carrière, mais maintenant j'ai cette ambition de manière innocente. Et je le faisais de manière plus ou moins innocente, voilà. Tout en ayant une certaine envie de. Tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que là je me suis plus acharné sur le SEO. Et maintenant je m'élargis plus sur le digital. Je suis toujours spécialisé dans le SEO, mais je m'élargis sur tous les autres leviers du digital, à savoir le SEM. Je cherche un giant marketing principalement. Et du coup, je sais pas si tu pourrais expliquer comment tu t'es pris au début, quand tu as lancé ton webzine, comment tu es passé de 0 à plusieurs milliers de visiteurs. Comment ça se passe? Parce que c'est jamais évident quand on se lance, tu produis du contenu et tu vois que tu as 3 visiteurs et puis beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas de résultats. Alors comment tu t'y es pris pour avoir de la visite? Surtout un webzine. Et comment tu t'y es pris pour pas abandonner justement? Voilà, en parlant de ça, je me souviens que j'ai failli abandonner à un moment parce que j'avais un problème sur le serveur et j'avais eu complètement page blanche, paf, plus rien. Il y avait et là je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Et puis là j'ai je ne vais pas dire un copain entrepreneur, mais plutôt quelqu'un qui m'a plus ou moins aidé, qui lui est déjà dans le milieu, c'est son patron, il doit avoir la quarantaine d'années, donc c'était pas le petit genou. Il m'avait dit oui, mais tu sais, sur ton mutualisé, donc le serveur mutualisé, chez OVH, je ne savais pas encore à ce moment-là, mais tu peux avoir tous les backups, des snapshots, tu vois, soit mutualisé automatique. Je ne savais pas. Et c'est grâce à ça que j'ai pu tout re-upload et repartir sur de bonnes bases. Pour avoir mes premières visites, j'avais un copain qui avait mon âge, exactement pour mon âge, peut-être un an en plus, qui avait 2 grosses pages Facebook. Tu vois, les genres, un truc citation, mentionnement, tout ça. Et il avait 2 grosses pages Facebook comme ça. Et donc il m'a dit, vu qu'il rédigeait aussi sur mon truc, au début c'était lui qui a commencé à rédiger avec moi en fait. Et d'ailleurs, si on va voir les premiers articles du blog, c'est spécial, tu vois, quand tu vois après l'évolution du truc. Mais c'est toujours comme ça au début. Ah ouais, c'est sûr. Ça c'est franchement une parenthèse, mais il faut jamais. Le fait que les gens soient bloqués au début pour se lancer, c'est parce qu'ils veulent être parfaits. C'est ça. Il vaut mieux un contenu qui soit fait que pas fait, mais la perfection. C'est le take to action, quoi. Voilà, c'est ça. Prendre place à l'action. Tu t'en fous si c'est pas parfait, mais fais-le. Voilà, et après on progresse avec le temps. Voilà. Maintenant, c'est sûr, c'est pas totalement évident, mais quand on est jeune comme ça, on pense pas à ça, on se lance direct. Maintenant, si par exemple je vais me relancer dans un truc, c'est vrai que c'est différent. On aime mieux à peu près la perfection comme ça. Mais il faut avoir un minimum de perfection, je pense, mais tout en ayant cette envie de progresser, parce qu'il faut être conscient mentalement qu'on ne sera pas parfait dès la première vidéo qu'on va faire sur YouTube par exemple, ou le premier site qu'on va faire, ou la première campagne SEO qu'on va faire, ou le premier client qu'on va accueillir, etc. Ça c'est la même chose. Et donc ce gars-là, il avait 2 grosses pages Facebook, et donc il a commencé à relayer les articles sur cette page-là, tout en l'alimentant sa page de contenu habituel. Et donc ça a fait nos premières centaines de visiteurs. Mais sur un truc très général. C'était les actualités du web, les high-tech, etc. Donc c'était très général. Donc c'est comme ça, donc ça nous a un peu motivés. Et après, tout simplement, ce qu'on avait fait, c'est que moi j'essayais de former un maximum, entre guillemets, donner des consignes entre guillemets, aux rédacteurs qui venaient, mais ça leur permettait aussi d'apprendre pour le SEO, pour optimiser les textes pour le SEO, etc. Au niveau des actualités, au niveau des tests de produits, on a fait beaucoup de trafic avec les tests de produits. Parce que sur quasiment tous nos tests de produits, on est en première page dans les 3 premières positions sur avis produit ou parfois même sur le nom du produit. Normal. Quand tu veux acheter un produit, tu as toujours envie d'avoir l'avis de quelqu'un qui te ressemble. C'est ça. Plutôt que d'avoir l'avis d'un type que tu connais pas dans un grand journal. C'est ça. En plus de ça, c'était des startups pour beaucoup. Et donc le nombre de recherches dans Google sur leurs produits, etc. est en pleine croissance. Du coup, ça fait pas mal de trafic. Il faut savoir. Et après, le second levier, c'était vraiment l'actualité. Pour l'actualité, on essaie d'optimiser encore une fois tout le temps pour le SEO. Mon site, moi je travaillais le SEO derrière quand je faisais pas la rédaction. Des campagnes de netlinking, etc. Pour essayer de se mettre à peu près à niveau des concurrents. Et surtout, on essayait d'être l'un des premiers, c'était très difficile ça, dans l'actualité. Ça c'est très 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 compliqué. Mais il y a une fois, on a été premier en blog en France sur l'actualité. C'était comment ça s'appelle ça encore? Un squamming, c'est-à-dire en fait c'est un joueur de jeux vidéo, un streaming, qui est en streaming.
et il y en a un qui fait un appel là, et puis on a directement les flics en gros qui débarquent chez lui. Donc, c'est genre, voilà, le mec il a une bombe ou quoi, hop, tous les flics débarquent chez lui. Je sais plus comment ça s'appelle, ça porte un nom bien précis. Et il y en avait, à un moment c'était une mode en France, c'est d'abord été aux États-Unis, puis c'est venu en France. Et vu que l'intervention, vu que le mec est occupé à jouer aux jeux vidéo avec sa webcam, toute l'intervention est filmée en fait. D'accord, ok. Et donc ça faisait bien les gens. Et il y en avait un Français qui avait eu cette blague-là, ça démolit. C'est marrant pour les gens, mais pas pour lui. Ah ouais, c'est niveau mental, ça démolit, c'est méchant. C'est vraiment dur apparemment. Et on était justement le premier blog français à avoir publié cet article-là. Donc on était en première page Google sur ce moment-là, puis il y a eu tous les autres blogs qui sont ramenés, mais toutes les visites, on s'en est beaucoup prise. Et donc ça aussi, ça va faire un gros boost. Sinon, en temps normal, c'était l'actualité, la récurrence, qui était aussi niveau SEO optimisé. La majorité de notre trafic venait de Google. 80% de notre trafic, c'était Google. De toute façon, aujourd'hui, c'est le numéro 1 des moteurs de recherche, donc forcément, tout vient de Google. Mais est-ce que tu as utilisé tes contacts qui venaient de YouTube au début de ton webzine ou du tout. Absolument pas. Du tout, absolument pas. C'est vrai qu'au début, le webzine, en fait, je voulais l'orienter un peu plus sécurité informatique vu que j'avais fait que ça depuis le début. Et au début, c'était ça. C'était principalement sécurité informatique, tester la sécurité de son site, etc. Après, j'ai très vite élargi. Quand je dis très vite, c'est dès la première semaine. J'ai compris que, et là, j'ai directement élargi. J'ai à faire un webzine, à faire un truc beaucoup plus général. Je trouve, la façon dont je vois les choses, c'est qu'au début, quand tu te lances, il faut plutôt viser une niche. En tout cas, c'est le conseil que donnent les gens qui. C'est sûr que si je donne un conseil aux gens, jamais ça, moi je ferais plus à l'heure actuelle. Tu vises une niche, un truc très précis, et tu apportes de la valeur à une petite quantité de personnes plutôt que d'essayer de t'étendre sur plein de domaines. Donc toi, tu as fait l'inverse. Oui, j'ai fait l'inverse, mais parce que là, en fait, j'avais peut-être pas cette notion de rentabilité avant. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est sûr que un webzine actuellement, c'est pas censé vraiment gagner ta vie. Donc c'est-à-dire qu'il y en a qui gagnent leur vie avec, mais c'est des webzines qui sont là depuis plusieurs grosses années. Donc c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence à ce niveau-là. Mais c'est vrai que au début, si on vise vraiment la rentabilité, etc., il faut plutôt se lancer sur des niches. Mais moi aussi, derrière ce webzine-là, c'était pas moi. Les gens voyaient ça comme le nom du webzine. Donc c'est très différent aussi, ça dépend du business qu'on vise. C'est ça. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est intéressant la collaboration que tu as fait avec les gens qui venaient écrire sur ton site. Parce que d'un côté, eux, ça leur rapportait des visiteurs, mais les gens qui les lisaient, eux, venaient aussi sur ton site web. C'est ça. Et j'ai lu ça dans un livre, je ne sais plus lequel c'est, mais en fait quand tu lances ton entreprise ou quand tu lances ton site web, c'est comme une piscine vide, c'est une analogie bizarre. Et pour remplir cette piscine, tu as besoin de mettre plusieurs tuyaux. Tu vois, et donc plus tu as de personnes qui viennent écrire sur ton site, plus tu as de trafic. C'est exactement ça que tu as fait. En fait. C'est exact. Et en plus de ça, les gens qui rédigeaient, quand on rédigeait un article, ou encore plus un test de produit, on aime bien le relayer sur ses réseaux sociaux, montrer à, tu vois. Et donc ça aussi, ça a apporté pas mal de trafic, ça fait pas mal de croissance aussi. Et cette idée-là, ça n'est pas venu de moi directement, c'est venu principalement d'un premier blog où j'ai fait mes premiers articles, où j'étais rédacteur. D'ailleurs, c'est un blog qui a gagné plusieurs fois consécutives Golden Blog Awards. Les Golden Blog Awards, c'est un concours privé qui se passe à Paris, dans la mairie de Paris. Qui se passe sur d'abord des présélections, puis des sélections, etc. Et ce blog, c'était pixgeeks.com. Et eux, en fait, travaillaient de base avec ce système-là. Donc, ils ont commencé à travailler avec ce système-là, et puis ils ont eu des rédacteurs rémunérés, etc. Mais ils ont toujours gardé ce système-là aussi. Parce que c'est très intéressant pour eux, c'est très rentable aussi. Et donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à rédiger les premiers articles gratuitement. Et puis, j'ai décidé de lancer mon truc. Et c'est de là qu'est venue l'idée, l'idée collaborative. Et donc je remarque que tu n'as jamais eu peur de parler aux gens et de jamais dire ce que tu faisais. Et t'es pas resté tout seul, quoi. T'es allé demander à ton pote qui avait une page Facebook de t'aider, etc. Donc je remarque que tu as vraiment partagé ce que tu faisais et c'est grâce à ça en que tu as pu décoller. Je pense que c'est important, il faut travailler à plusieurs. Faut travailler à plusieurs. Maintenant, il faut. Ça, c'est un peu plus complexe, ça dépend aussi dans quel cadre, mais surtout dans ce cadre-là, il faut travailler. Si tu veux du trafic, il faut collaborer. Et donc maintenant, je suis plus trop là-dedans, je suis maintenant à fond dans le SEO. Donc j'ai des sites, pas mal de sites. C'est un peu plus complexe parce que c'est tout ce qui est PBN, tout ce qui est netlinking, donc tout ce qu'on va mettre en place pour améliorer, on va dire, la popularité d'un site web. Et donc maintenant je suis à fond là-dedans et j'ai fait ma première conférence SEO à 16 ans en 2016, l'année passée, merci, à Toulouse, le CWAD de Toulouse, organisé par David de Pieris, qui réorganise le CWAD cette année-ci en septembre. Donc ça c'est super intéressant, j'irai directement forcément. Et donc c'est là où j'ai fait ma première conférence. C'est là qu'après a découlé quelques autres conférences, quelques autres speeches, quelques autres aussi podcasts, interviews en ligne.
et tout ça. Mais c'est là vraiment que j'ai commencé, on va dire, à partager pas vraiment mon expérience, aussi en partie ma petite expérience, mais aussi mes compétences partagées avec les autres, devant d'autres professionnels qui sont bien plus haut que moi, je dirais, niveau expérience, parce qu'ils sont beaucoup plus âgés aussi. Ils ont ça, je trouve ça fascinant justement, parce que c'est une force du web, parce que tu avais ton website, tu avais ta chaîne YouTube, mais les gens ne savaient pas que tu étais si jeune, je pense. Est-ce qu'ils savaient voilà. Non, en majorité, en gros, tu publiais, les gens t'ont pris pour un expert, parce que tu es, mais il faut s'imaginer un type de 30-35 ans, j'imagine. Sûrement. Voilà, et en gros, on a publié un article récemment, c'est fait semblant, fake it until you make it, en gros. C'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que moi, mon frère d'ailleurs, il me disait quand j'envoyais pour les trucs de tests de produits, tout ça, mon premier test de produit, j'avais demandé, et puis il y avait des marques qui avaient vu que je faisais des tests de produits, ils se sont dit ok, ça te dit d'avoir des produits. Eux, ça leur coûtait pas grand chose, parce que généralement sur les gros médias, il faut savoir que même pas les gros médias, sur les gros médias c'est ultra cher de faire un test de produit, mais même sur les petits webzines entre guillemets qui sont là depuis 5-6 ans, ce sont des petits webzines par rapport aux autres. C'est très cher de faire un test de produit, une campagne. Et donc eux, ils me demandaient comme ça innocemment, et moi je disais bah oui, avec plaisir. Et donc on faisait des trucs géniaux, on faisait des trucs bien, très complexes, ça nous prenait du temps, étant donné qu'on était jeunes. Et justement à ce moment-là, moi je me disais, ils savaient pas par exemple là que j'étais jeune, les marques, ils savaient pas l'âge que j'avais. Tu le vois pas. Sinon je pense même pas qu'ils me renvoyaient un truc. Ils se seraient dit mais il va pas me le renvoyer, ou je sais pas, il va pas faire le test, ou j'en sais rien. Et donc là ils savaient pas. Ça c'est vrai que c'est intéressant. Voilà. On n'est jamais trop jeune pour commencer, quoi. Non, on n'est jamais trop jeune d'y trouver, je pense. Et dans tout ça, parce que la jeunesse, je pense aussi que c'est surtout des barrières psychologiques. C'est-à-dire qu'à l'école, on nous dit reste à ta place. Maintenant, tu étudies, puis tu iras à la haute école ou à l'université, puis tu auras ton salaire. Mais si tu veux faire une carrière d'entrepreneur après tes études, fais-la après tes études. Sauf que non, après tes études, on va te dire tu vas trouver un métier, tu vas te poser. Voilà, exactement. Et au final, tu le fais jamais. Et là, tu n'auras pas assez de temps pour te lancer. Et donc, tu vas te dire, je vais me lancer plus tard, tu vas reporter. Au final, les années vont passer. Et au final, tu vas te dire, merde, j'ai 40 ans. C'est ça. Mais alors, soit tu fais une crise de la quarantaine, soit tu es dans le regret. Ou soit tu es dans le regret. Et ça, je pense que c'est une des pires choses qu'on puisse avoir. C'est le regret. Mais en parlant de tout ça, donc on parlait justement de l'école, qu'est-ce que tu as fait toi? Est-ce que tu es encore aux études ou est-ce que tu es à fond dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu fais? Donc là je continue les études, je compte bien j'ai encore 2 ans à passer ici au secondaire. Malheureusement, normalement il ne me reste plus qu'1 an. Mais donc après la secondaire ici, je suis à Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance, vers les Libraieux, c'est juste à côté de Binge si tu veux. Après ça, je compte aller étudier en France, donc en high school en France. J'hésite encore entre plusieurs écoles, évidemment, mais j'ai déjà mes idées. Donc je compte encore continuer après. Alternativement, parce que les high school en France te permettent aussi de continuer tes projets entrepreneuriaux à côté. Surtout une école comme l'Éthique, par exemple, c'est une école vraiment spécialisée dans le web, accréditée par l'État, etc. Donc il y a des masters, il y a des bacheliers et il y a des MBA spécialisés dans le web et dans le management aussi à côté. Surtout le MBA, il est aussi focus web que management, mais web poussé, très technique, que le management, que la gestion de l'entreprise, que la gestion des collaborateurs, que plein de choses comme ça, que la gestion de la startup aussi, etc. Si tu lances une startup. Donc ça c'est super intéressant et donc ça m'intéresse beaucoup. Il y a une sélection? Mais pour toutes les écoles en France, pour la grosse majorité, il y a des concours. Si tu veux. Il y a des petits concours, c'est très différent. Il y a des concours, mais ça n'a rien à voir ici. On ne va pas passer un concours comme ici en Belgique. C'est pas aussi complexe. Généralement, ça évalue juste tes connaissances sur le bac, en sachant que nous ici c'est le CESS, qui peut parfois être un petit peu plus poussé que le bac en général, vu que c'est un équilibre entre différentes écoles, ça dépend. Et puis sur ta culture internet, si tu vas étudier dans une school internet, etc. Tu dois avoir un minimum de connaissances. Voilà, une certaine culture internet. Donc les concours sont pas inaccessibles, on va dire, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce qu'on m'a fait comme report, on va dire. C'est toujours intéressant, en plus tu vas te faire un réseau. Tu seras dans une... C'est ça, l'avantage d'une école comme ça aussi, c'est surtout ça. C'est déjà de remettre à plat ses connaissances, etc. Je dirais, moi c'est ça aussi qui m'intéresse pas mal. De voir des choses que naturellement en autodidacte on n'aura peut-être pas vu, parce que par exemple moi il y a une chose qui me plaît moins, c'est tout ce qui est design. Tout ce qui est design pur, ça me plaît moins, tu vois. Donc on va pas dire que je suis très fort sur un logiciel comme Photoshop ou Illustrator ou autre. Mais de toute façon tu peux pas être bon partout, voilà. Je pense. Mais comme dit l'éthique, quand tu bosses dans le web, tu dois tout comprendre, mais tu dois pas être bon partout. Tu dois tout comprendre, tu vas pouvoir tout comprendre, mais tu dois avoir ta spécialité. Et là c'est des choses, voilà. Tu aussi apprends à découvrir des choses que naturellement en autodidacte tu n'auras peut-être pas découvert, c'est ça qui m'intéresse.
Et surtout, comme tu dis, le réseau. Il y a beaucoup de logiciels actuellement SEO, de tous les SEO d'outils, ou même autres que SEO, il y a SEA, etc., qui se développent dans les high school. Ouais. Donc ça, c'est super intéressant. Tu es vraiment dans un cadre où il n'y a que des jeunes qui ont à peu près le même esprit que toi. Il y a des compétences différentes. C'est ça qui est super intéressant. Ouais. Toujours aussi intéressant de se confronter. Enfin, pas de se confronter, j'aime pas ce terme, mais de mélanger les idées. Ouais, c'est de voir d'autres gens qui sont dans ton domaine et ça permet de progresser. En fait. Ça a confronté, entre guillemets, parce que ça s'organise dans des petits concours comme ça dans les écoles, des challenges, quoi, où c'est pas vraiment concurrencé, mais c'est vraiment des challenges pour vraiment pousser dans tes compétences, dans tes connaissances. Tu as des compétences, tu vas mettre ça à fond, tu vas mettre ça en pratique à fond pendant 72 heures. Tu dors pas, tu te relais, tu fais comme tu veux, tu ménages ton équipe, tu gères ton équipe. Et dans l'équipe, il y a différentes compétences. Et tu dois arriver à finir un projet à bout de X heures. Ok, d'accord. Donc ça, c'est super intéressant, sachant que le timing est hyper serré. Le timing est serré de 1, et de 2, tu es fatigué. À la fin de 72 heures, tu es fatigué, tu es crevé. Mais ça me fait et ça, c'est penser, super intéressant pour toutes les compétences, autant psychologiques que techniques. Ouais, et tu te pousses aussi au niveau personnel, tu veux voir. Et au niveau personnel, bien sûr. Mais ça me fait penser à l'école 42, l'école de Xavier Niel. Pour être sélectionné, tu dois partir un mois là-bas. Et tu dois réaliser des tâches tous les jours et tu dois réaliser ta tâche à la fin de la journée. Après, c'est très différent cette école-là parce que, premièrement, c'est une école gratuite, c'est pas ça qui est différente. Mais ce qui est surtout différent, c'est que c'est une école où tu n'as pas besoin du bac. Donc, tu n'as pas le bac, tout le monde a sa chance. Donc, le truc, c'est que aussi, tu as beaucoup moins de chances de te faire sélectionner. Et d'autant plus qu'elle est spécialisée dans le code. Donc, tu sors de là, tu es codeur, indépendant ou en salarié. Donc, tu n'as pas vraiment aussi. C'est différent dans le sens aussi où tu n'as pas de professeur. Donc c'est-à-dire que c'est que les élèves qui travaillent entre eux, donc c'est super intéressant. Mais voilà, moi ça me plaît, le concept est très intéressant. Mais moi, après mes études, je me vois pas aller étudier à l'école 42, tu vois. Mais en effet, c'est une école qui est super intéressante, qui ouvre plein de portes à beaucoup de gens et ça sort des très bons élèves, ça sort de très bons élèves forcément. Autant au niveau psychologie que gestion de la pression, de tout ce que les entreprises recherchent. Et donc toi, pour lancer dans WebZine, tu avais besoin de coder ou tu n'as absolument pas eu besoin d'avoir ces compétences-là? Il y avait certaines modifications à faire en CSS, potentiellement en HTML, certaines intégrations aussi. J'appelle pas trop ça du code. HTML, CSS, c'est du code, on va dire. Mais c'est pas des grosses compétences. Voilà, c'est pas les grosses compétences. Du coup, ça, je pouvais même le faire moi-même. Sinon, non, mon webzine, il était réalisé sur base de WordPress, le CMS WordPress. Comme la majorité. C'est super intéressant. Tu t'appelles ton site, tu désignais, tu faisais tes modifications si tu veux dans le code très facilement. Les thèmes sont modulables très facilement, autant dans le code que dans l'interface UI de l'interface. Et voilà, donc ça, non, je ne l'ai pas codé de A à Z, heureusement d'ailleurs. Sinon, je n'aurais pas eu la croissance que j'ai eue. Tu gagnes beaucoup de temps. Ça. Exactement, c'était le temps. Il faut savoir que maintenant, les développeurs, ils codent encore, ça leur arrive encore de coder des sites, on va dire, sur mesure. Mais je vois énormément de développeurs, même pour des e-commerce, qui vont fonctionner avec WooCommerce WordPress, qui vont développer un thème sur mesure, par exemple. Mais sur base du framework. Ça, ils utilisent la base. Voilà. Donc, ça leur fait gagner énormément de temps, même aux développeurs. Comment tu faisais pour gérer au niveau du temps entre les cours et ton projet? C'est une thématique qui revient souvent. Ah ouais, ça revient souvent. En fait, avant maintenant, c'était plus ou moins gérable. Parce que j'avais pas vraiment de deadlines. Je voulais mes articles, je programmais les trucs, ça marchait. Donc ça allait. Je faisais ça quand je rentrais de l'école, j'essayais d'étudier un petit peu. On essayait comme ça. Maintenant, c'est très différent parce que maintenant, j'ai plus de deadlines. J'ai des clients qui attendent des produits à un certain moment. Et donc, quand on s'engage dans un truc, on doit le respecter. Et donc, il faut pouvoir gérer autant niveau cours, niveau temps, que niveau business. Mais le truc, c'est qu'il y a la motivation. On est d'office beaucoup plus motivé, surtout au début, on va dire dans le business, que pour les cours. Parce que ça t'intéresse plus au business, ça t'intéresse plus de choses, entre guillemets, surtout que tu es dans le concret. Donc là, cette année-ci, c'est vraiment l'année où j'ai eu le plus de choses intéressantes, on va dire. Et c'est à cette année-ci aussi où je me suis le plus planté, pas au niveau business, mais surtout au niveau école. Justement, dû à cette gestion du temps que j'ai même pas, on va dire, respecté. C'est-à-dire que pour l'année prochaine, je sais exactement ce que je dois améliorer, etc. Comment je dois faire pour m'organiser. Moi et aussi les gens qui sont derrière, parce que je travaille pas tout seul, je suis de la rédaction, je suis du graphisme, etc. Comment organiser tout ça, synchroniser tout ça, pour que quand je suis à l'école également, ça travaille, et que quand je reviens, il y ait des choses à lancer, ou voilà, tu vois. Donc vraiment organiser de cette manière-là. C'est-à-dire que cette année, je m'étais pas vraiment très bien organisé. Donc le problème c'était quoi? C'est que quand j'étais à l'école pendant 6, 7, 8 heures, ça ne travaillait pas.
ou très 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 peu. Et donc ça c'était un gros souci. D'ailleurs quand j'étais à l'école je me le disais, mince, j'aurais dû faire ça. Par exemple me lever plutôt 1 heure au matin, lancer ça, aller à l'école. Et comme ça me laissait aussi du temps le soir pour travailler pour l'école 1 heure, 2 heures. Et en même temps pouvoir gérer les choses à côté. Donc ça c'est ce que je compte faire pour les 2 années ici qui restent en secondaire. Plus faire les mêmes erreurs que cette année-ci, mais en fait c'est pas compliqué, je vais juste faire tout l'inverse. Si t'as appris tes erreurs, voilà. Ah là on peut pas dire le contraire. Mais du coup tu travailles avec des gens, tu as lancé une société ou ça se fait en pure association à l'amiable si je peux dire. C'est un peu compliqué étant donné qu'en Belgique il n'y a pas de possibilité pour les jeunes mineurs de créer leur entreprise. Contrairement à nos amis français, en France c'est possible. Nos amis français, je connais 3-4 personnes qui, depuis quand même assez de temps, je sais plus exactement combien de temps mais c'est pas tout nouveau. 3-4 personnes qui ont lancé leur entreprise, mais là-bas, avec un capital de 50 €, tu lances ton essai dessus, tu es développeur web, tu n'as pas de frais. Tu as déjà tes logis, tu as déjà ton PC, de tout ça, donc tu n'as pas de frais, tu mets 50-100 € sur ton essai dessus, et c'est parti, tu es parti il y a 16-17 ans, tu peux avoir ta boîte. Ici, c'est impossible ça. Du coup, pour le moment, je suis en association, entre guillemets, comme tu dirais. Mais ça, c'est un truc que je trouve vraiment dommage. Qui est pas, actuellement, ils ont lancé le statut d'entrepreneur, mais le statut d'entrepreneur, il faut être majeur, il y a plein de contraintes. Il faut être X personnes dans l'entreprise, tu dois avoir un projet à l'école, etc. C'est pas un truc. C'est pas encore ça, quoi. C'est pas viable. C'est un début, mais c'est pas. C'est pas viable de 1 et de 2. C'est un début, comme tu dis, ça, plus ou moins un début. D'accord. Ça, c'est un truc que je trouve très dommage. Qu'il n'y ait pas de forme juridique. Que ce soit assez compliqué à se lancer, à rendre ça officiel, quoi. Ouais, mais maintenant je pense qu'ils veulent pas non plus, je pense qu'ils ont leurs raisons. Mais voilà. Donc tu parlais de tes clients et de tes produits. C'est quel type de clients tu utilises? Alors, pour le moment, vu que je suis 100% dans le SEO, actuellement je gère Puissance.space. Puissance.space, ça c'est un service qui est 100% dédié aux consultants SEO, aux agences SEO, aux éditeurs de sites. Et on est netlinking. Donc en fait, on propose des PBN, clés en main, des réseaux de sites. PBN, c'est Private Blog Networks. Pour les agences, pour les consultants qui ont besoin de liens. C'est-à-dire qu'ils ont toujours besoin de liens pour les campagnes SEO. C'est le facteur de popularisation d'un site web. Après avoir travaillé tous les facteurs on-site, donc tous les facteurs sur le site, il faut du lien. Et en fonction du site et de la concurrence, en certaines quantités, plus ou moins grosses quantités. Et ceux qui demandent le plus de liens, ce sont les e-commerce. Donc ça, c'est clair. Donc je travaille principalement avec eux, c'est eux mes clients. Donc, pour le moment, je suis à 100% là-dedans, et là, je travaille sur un projet entre guillemets d'agence digital marketing. Donc, je vise tout dans le digital, en commençant par la spécialisation dans le SEO, la création de site web, le graphisme avec des graphistes, et par la suite le référencement AdWords payant, le référencement social, le référencement YouTube. J'aimerais même élargir au fil du temps le plus possible. Après mes études surtout. Donc en gros tu aides les clients à avoir de la visibilité et à être présent. C'est ça. Donc ici clairement oui c'est ça. On a un client, que ce soit un indépendant, TPE, une PME, une GE. Je n'ai pas encore eu l'occasion de bosser avec des GE, des grandes entreprises évidemment. Voilà. Et le but c'est ça, c'est de leur créer une présence digitale. Actuellement on parle surtout de transformation digitale. Ça se parle beaucoup, on parle beaucoup de ça actuellement. Les entreprises sont plus sensibilisées à la transformation digitale, ils sont conscients que tous leurs concurrents presque ont un site internet, ils sont conscients de ce qu'est le référencement dans les moteurs de recherche, ils sont conscients de tout ça, donc ça c'est super intéressant. Donc on est plus ou moins sur une vague où il y a du client, mais voilà, c'est aussi compliqué à gérer parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses au web. Ils ont vraiment des notions, donc il faut vraiment les amener dans leur stratégie digitale. Et on ne parlerait même pas de stratégie digitale, c'est plutôt une introduction dans le digital et après on rentre dans une stratégie vraiment les digitale. Ils savent que c'est important mais ils n'y comprennent pas grand chose. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils commencent avec leur site internet, puis ils comprennent qu'il faut de la visibilité dans Google, donc on leur crée de la visibilité dans Google, puis ils disent ah mais j'ai des réseaux sociaux, donc on va pouvoir alimenter ces réseaux sociaux, on va pouvoir publier régulièrement, publier sur site web pour avoir du trafic, on va pouvoir faire des campagnes SMO, donc de Social Media Optimization, donc sur les réseaux sociaux, campagnes de pub si tu veux. J'aime pas trop le terme pub. Pour moi, la pub c'est nocif. Or, là, tu vises des gens qui sont possiblement intéressés par ce que tu fais. Voilà. Or, le web marketing, c'est absolument pas nocif parce que c'est ultra ciblé. On vise vraiment le ciblage. Donc, c'est très 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 ciblé. Une pub pour moi, c'est une affiche ou un truc agressif que t'as pas envie de voir. Un truc agressif qu'on n'a pas envie de voir, où le cerveau est habitué, où on vise la majorité des gens. Or là, on vise un fleuriste à Binge, on va viser que des mecs qui sont des alentours de Binge, qui sont là direct et qui peuvent venir. C'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est que
plus de la pub, c'est vraiment spécialisé vers les gens qui veulent ton produit, qui pourraient être intéressés. Voilà, il faut savoir qu'actuellement, quand on fait une recherche sur son iPhone ou quoi, sur son mobile et qu'on est dans la rue, on fait une recherche par exemple fleuriste Binge ou fleuriste Mons, fleuriste Louvain-la-Neuve, on va arriver sur la Google Maps, donc en fait il y aura la recherche Google Maps si tu veux dans le premier résultat. Et bien, plus de 50% des recherches qui sont effectuées à partir de ce moment-là sur mobile sont suivies d'un appel, donc d'un clic pour appeler l'entreprise ou autre, pour aller se rendre dans l'entreprise ou pour avoir une information sur l'entreprise. Donc ça c'est super intéressant pour les entreprises. Ça veut dire que même s'il n'y a pas une très très grosse recherche parce que c'est très ciblé, il y a du chiffre d'affaires à faire derrière. J'en profite, si les gens qui nous écoutent sont intéressés par ce domaine, il y a la formation de l'atelier digital. Je l'ai faite, c'est top, franchement. À Louvain-la-Neuve ? Non, c'est sur le web, tu tapes formation marketing digital Google. C'est une formation en vidéo, des vidéos de 3-4 minutes. Ah oui, c'est les digital actives, les Google pour les pros, etc. Et à la fin, tu as une certification et c'est hyper intéressant. Bon, c'est une formation très théorique, mais très théorique dans le sens où tu comprends comment ça fonctionne, mais tu ne mets pas en pratique ce que tu apprends. En effet. J'ai été un peu voir comment ça se passait. Mais à la fin, ça te permet de comprendre un peu comment ça fonctionne et tout ce que tu peux faire. C'est super intéressant ça pour les jeunes ou pour les jeunes ou plus les plus âgés, enfin pour une quelconque personne qui veut à peu près comprendre, parce que sur internet l'avantage c'est qu'on est entre guillemets anonyme, ça revient souvent. Quand on est anonyme, bon il y a des avantages et des désavantages, mais le gros avantage c'est que tu peux être gros, tu peux être mince, tu peux avoir 50 ans, tu peux avoir 10 ans, c'est ça qui est chouette sur internet. On s'en tape de qui tu es. On s'en tape de qui tu es, on s'en tape d'où tu es. Tu peux être aux US, tu parles anglais, tu pourras parler avec un mec de l'US, donc ça c'est super génial. Donc ça c'est cool, ça mène on va dire au lien social, au lien après physique. Voilà, ça va amener à ça. Mais la formation de Google qui est totalement gratuite, en effet ça va permettre de s'initier pour ceux qui veulent à peu près savoir comment ça marche. Surtout ça permet aux entreprises aussi, je pense, de s'introduire aussi dans le digital, avec les termes du digital, de comprendre les différents leviers du digital, ce qui marche moins. Après Google amène aussi à utiliser ses services, Google AdWords notamment, et il amène un peu moins au SEO forcément. Or le SEO est beaucoup plus rentable, mais ça rapporte de l'argent à Google, ça c'est long terme, sur le moyen long terme. Mais c'est aussi très important pour les entreprises parce qu'elles comprennent comment ça fonctionne et ça leur évite de se faire un peu arnaquer et de se faire un peu, c'est important quand tu engages quelqu'un de savoir, de comprendre ce qu'il fait. Et je ne sais pas si tu connais un peu de Family, mais bien sûr, un podcast de Oussama Hamar et il disait n'engage jamais quelqu'un qui n'a jamais fait le travail pendant une semaine. Pour ça tu comprends ce qu'il fait, mais tu sais ce qu'il fait et tu ne te fais pas arnaquer par lui. Donc cette formation permet aux entreprises de tout simplement comprendre un peu le job et de comprendre le marketing digital. C'est sûr, et surtout en Belgique, où il y a beaucoup d'agences malheureusement qui profitent littéralement de la faiblesse des clients locaux, surtout clients locaux. Je pourrais en citer, mais je ne vais pas les citer. Non, mais vaut mieux. Mais je pourrais en citer. J'ai envie d'avoir des ennuis. Et 5, 6, 7, je pourrais en citer sans problème, et j'ai même des preuves s'il faut. Ils font même des choses illégales. Par exemple, créer un site client, c'est totalement illégal de mettre au nom de son agence. Le client doit être propriétaire de son nom de domaine, etc. L'agence peut l'héberger, tout ce que vous voulez, mais le nom de domaine doit être au nom du client, pas de l'agence. Normal. Il y en a plein qui ne respectent pas ça, etc. C'est un peu lamentable, on ne sait pas vraiment vérifier, donc voilà, mais c'est dommage parce que c'est-à-dire que si le client il veut récupérer son site ou il veut l'héberger ailleurs, ce qui normalement est censé pouvoir faire, mais il ne peut pas. Donc parfois c'est légal parce que parfois c'est mentionné dans le contrat que le site appartient pas au client, on le loue le site et le site appartient à l'agence. Mais pour le client, c'est son site. Mais non en fait, c'est à la propriété de l'agence. Donc ça, si le client ne le sait pas, hop, il est dans... Parce qu'il ne comprend pas, donc il ne le sait pas. Alors si après on veut le récupérer, il dit il faut payer le forfait de 4 000, 6 000 euros pour un site WordPress qui leur a pris 2 heures. Donc ça c'est un peu dommage. Et ça marche pour la création. C'est mon business model. C'est pas très éthique, mais enfin bon. Dans le SEO aussi, il y a beaucoup d'agences qui font des contrats de 175 euros par mois, ce qui est totalement ridicule pour un contrat SEO. Moi je dirais que pour un local, un indépendant, en dessous de 250 euros par mois, c'est le premier budget pour un indépendant. Pour avoir son référencement Google, etc. On ne parle pas de référencement Google sur un mot-clé. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est un référencement Google sur une dizaine de mots-clés, voire plus quand c'est du local, travailler sur des villes, faire des déclinaisons. C'est ça du SEO. Les agences qui proposent de 175 euros par mois pendant 4 ans, un contrat non cassable, ce qui est totalement dingue en SEO. C'est-à-dire que l'entreprise a un problème ou quoi, faut pas grave, paye. Tu vois, donc ça c'est un peu fou ici. Mais ils ne peuvent pas travailler sur ces dizaines de mots-clés-là et ils ne peuvent pas mettre en place des stratégies de netlinking notamment qui sont relativement coûteuses. Les stratégies
convenable, on va dire, pour le client. Donc le client, il attrape du résultat très lentement, même si le référencement c'est un travail de longue haleine, il attrape des résultats trop lentement, alors qu'on pourrait les accélérer sans se faire pénaliser par le moteur de recherche, sans avoir de problème, en restant dans plus ou moins les grid lanes, mais voilà, en ayant une stratégie convenable. Là, les stratégies à 175 par mois, j'en ai vu plein, c'est pour pas dire lamentable. Donc ça c'est dommage, parce que les locaux, ils connaissent pas tout ça et ils peuvent très vite se faire amener dans des agences d'ailleurs qui ont eu pas mal de soucis. Si on tape, et voilà, l'exemple concret, on tape agence SEO, arnaque ou quoi, ou référencement Google, arnaque dans Google, BE, Belgique, plein d'informations. Plein d'informations. Il y en a aussi en France, mais en France, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'agences, il y a plus une concurrence. Le SEO, il est à peu près au même égal que l'US au niveau de la France. Et d'ailleurs, c'est un Français qui a gagné le concours Wix, que Wix avait organisé, c'est un concours mondial. Il y avait les Russes aussi qui étaient là, etc. C'est un Français aussi qui l'a gagné, donc la France est très bien placée, pas spécialement au niveau de tout le digital, mais au niveau SEO, on est bien. Et donc les agences ont aussi une meilleure réputation. Il y a aussi des arnaques, c'est pas ça, mais c'est certainement pas ceux qui sont dans la première page, sauf peut-être une. Mais voilà. Je comprends pas comment on peut faire payer les gens pour du SEO, parce que le SEO c'est du référencement naturel, donc t'as pas d'annonce à payer. C'est ton site, tu as du bon contenu sur ton site, et donc étant donné que ton contenu est bon, Google va le référencer, donc déjà ça prend du temps. Tu dois produire ton contenu toi-même. Alors pourquoi les agences feraient payer ça? Alors, parce que c'est un travail. Le SEO actuellement, les consultants SEO, les gens qui sont spécialisés, qui font que du SEO, tu leur demandes de faire du SMO, ils le font pas. C'est un métier. C'est un métier. Ça, c'est des métiers qui doivent être valorisés. Il y a des conférences qui se font là-dessus, il y a des formations qui se font là-dessus. Les Zalando, etc. Plus de 50% de leur chiffre d'affaires, c'est du référencement. Dans le moteur de recherche, de manière globale. Le SEO, c'est un travail. On va avoir du résultat pour les petits locaux à part 3-4 mois, peut-être. Mais l'avantage, c'est que quand tu es en haut, il faut le maintenir. Mais il faut pas payer des AdWords, etc., qui sont chers et parfois même pas rentables pour les petits locaux. Contrairement au SEO, qui peut être beaucoup plus rentable pour les petits locaux. On va créer du contenu, en effet, c'est pas eux qui vont le créer, c'est nous qui allons le créer en fonction. On commence le travail avec un audit. On arrive sur le site, ok, qu'est-ce qu'il y a maintenant, qu'est-ce qu'il n'y a pas maintenant. Généralement, sur les petits locaux, il n'y a rien. Donc il y a une page, là dernièrement j'ai fait un audit, il y avait 3 pages. 3 pages, 0 lien. Aucune title optimisée, donc title c'est une forte importance pour Google et c'est ce qu'on va voir apparaître des titres dans les moteurs de recherche. Il n'y avait aucune title, il n'y avait rien optimisé, les textes n'étaient pas optimisés, donc forcément il était dans aucun mot-clé. Là, moi ce que j'ai fait, c'est qu'on a d'abord optimisé le on-site comme on a pu avec les pages actuelles, optimisé les titles, on a commandé du contenu, une dizaine de contenus, on l'a intégré sur une structure, on a fait un maillage interne, et puis là on est occupé de créer du lien. Et on attend, à mon avis, on va commencer déjà à avoir du résultat. Sous 1-2 mois, on va faire des bonnes rentrées dans la SERP, donc dans les résultats de recherche. Ça, le local, il ne sait pas faire. Même s'il a suivi le petit truc Digital Active ou Google pour les pros de Google, il va comprendre ce que je fais, mais il ne va pas savoir le faire. Il ne va pas être en mesure de produire et de faire tout ça. Voilà. Et puis il y a toute la structure sur le site, même pour les sites de 10 pages. La structure est bien sûr beaucoup moins compliquée sur des sites de 10, 20, 30 pages que sur des e-commerce de plusieurs milliers de pages pour les plus petits e-commerce. Mais il y a quand même une structure, etc. La structure pour optimiser. Pour le SEO. La structure est importante et les liens internes. Donc j'entends par structure et hiérarchie, on a la structure du site globalement, avec des silos. Et puis il y a le linking interne, donc tous les liens qu'on va créer à l'intérieur des contenus pour avoir des rapprochements sémantiques, si tu veux, des liaisons sémantiques, si tu veux, entre les textes. Et de la dilution du lien entre les textes en code. Écoute, juste pour conclure, la chose que tu as apprise et la chose que tu pourrais conseiller aux gens suite à dans ton aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu pourrais conseiller Là, je pense que la première chose que j'ai appris, c'est pas abandonner au premier truc qui va pas, pas abandonner au premier truc qui va pas, ça c'est la grosse erreur. J'ai eu pour tous mes trucs, j'ai eu un moment donné où je me suis dit je vais arrêter. Pour tous les trucs, pour mon webzine, pour Puissance Space, pour tout, j'ai eu un petit problème à chaque fois. Et il faut vraiment pas arrêter à ce moment-là parce que c'est justement après ce moment de creux que généralement le succès entre guillemets il arrive, que les résultats arrivent. Très souvent, parfois non mais très souvent. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est quoi? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Qu'est-ce que le conseil Le conseil,
Le conseil, on va dire, pour les jeunes entrepreneurs qui se lancent ou quoi, c'est de toujours continuer à se former, à s'actualiser, à faire la veille, à rester à l'actu, à rester actif, on va dire. Okay. Et voilà, ça c'est très important, je pense. Continue d'apprendre. Pour pas de se faire déborder par les nouveautés, parce que surtout si on est dans le métier du web, hein. Si on est autre part aussi, mais il y a toujours des nouvelles choses, surtout dans le web. Rester à l'actu, se former toujours. Okay, toujours progresser, quoi. Ok, super. Merci Adrien. Avec plaisir.